Oui, bonjour à tous, bienvenue. Alors, réaction par rapport à l'actualité. Donc, vous avez vu que les grands médias, les médias mainstream, comme on dit, euh, tournent tous les projecteurs sur les suites de l'élection législative. Donc, ce qu'il faut savoir, vous entendez beaucoup d'analyses politiques. Moi, je vous donne mon analyse personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Il essaye de nous manipuler en faisant croire que dans le paysage politique français, il y aurait des gens infréquentables. Vous avez vu de qui je veux parler, qui seraient soi-disant infréquentables et qui ne sont pas dignes d'être aux manettes de ce pays. Donc il y a un bloc dit républicain pour des gens qui sont infréquentables. Mais ce qu'ils n'ont pas bien compris, ou ce qu'ils veulent nous cacher, il essaye de nous faire croire qu'il y a un clan droite-gauche. Et on essaye de mettre des étiquettes sur les gens en fonction des interventions qu'ils font dans les médias, dans les journaux, etc. etc. Mais la réalité, ce qu'ils n'ont pas compris, ou ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ou ce qu'ils ne veulent pas dire aux Français, c'est que la société, elle n'est pas de gauche ou de droite, elle est fracturée. Elle est fracturée parce que ceux qui nous ont conduits depuis ces 50 dernières années nous ont conduits dans une impasse morale, une impasse économique et une impasse politique. Quand on fait de la politique, on est là pour servir son pays, déjà. On n'est pas là pour se servir. Alors excusez-moi, ce n'est pas le cas de tous les politiques, mais malheureusement, ceux qui montent en haut du cocotier sont souvent là à des fins personnelles et je le regrette. J'ai bien dit, pas tout le monde. Mais malheureusement, ceux-là salissent les autres. Et quand on parle de vote extrême, ou de vote de droite, ou de vote de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, je pense qu'on nous balade. La France, le peuple français, il est fracturé. Et comme il est fracturé, il a mis à la porte Sarkozy, il a été mis à la porte, Sarkozy, pour être remplacé par Hollande. Hollande a été mis à la porte pour être remplacé par Macron. Et le vote Rassemblement national ou France insoumise, c'est un vote de désespoir. C'est un vote pour dire stop, on ne veut plus de ces gens, entre guillemets, du système. On ne veut plus des gens du système. Ça ne veut pas dire qu'on donne une adhésion forcément aux autres. C'est un vote de rejet des gens qui ont exercé le pouvoir, qui, rappelez-vous, ont fait beaucoup de promesses avant l'élection et les mois d'après les élections nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire. En plus, plus grave, on vous demande de voter pour un parti politique avec un programme et derrière l'élection, pour avoir le pouvoir, il arrive qu'ils font des coalitions. J'ai bien dit après l'élection. Il leur arrive de faire des coalitions. Et avec ces coalitions, ils font ce qu'on appelle un nouveau programme. Donc ils crachent sur les électeurs qu'ils ont été cherchés, qu'ils ont manipulés, qu'ils ont entraînés dans des spirales pour voter pour eux. Donc la crise aujourd'hui démocratique, elle est tout simplement là. Elle est liée aux trahisons des élus qu'on a eus de la République, qui ont menti aux Français, et puis alors ils ont oublié, pour moi, ce qu'on ne parle pas beaucoup dans les médias, alors c'est sûrement volontaire, ils ont oublié le maître mot. Le maître mot, c'est la souveraineté. Le mot souveraineté, car la souveraineté entraîne automatiquement une bonne démocratie, un bon fonctionnement de la démocratie. Et la souveraineté s'est arrêtée en 1992. J'ai le regret de vous dire que c'est en 1992 qu'il s'est passé un élément déterminant par rapport à notre perte de souveraineté, perte de nos décisions, ne plus être le maître chez soi, perte de notre monnaie, puisque nous n'avons plus notre monnaie. Et donc c'est la raison pour laquelle le système, il s'est emballé et maintenant les gens votent contre quelqu'un et non pas pour un projet. Et il faut bien se rappeler d'une chose, c'est qu'en 92, il y avait 51,6 à 48,96 entre les oui et les non, Maastricht. Et si on tient compte des votants, il y avait 3,41% de votes nuls et blancs.
C'est-à-dire que sur les votants, il n'était pas majoritaire. Je ne parle même pas des exprimés. Il y avait un peu plus de 30% d'abstention. Je ne parle pas des exprimés. Des inscrits, pardon. Parce que si je parle des inscrits, ils n'ont pas la majorité. Mais si on tient compte des blancs et des nuls, sur les votants, non plus. Mais il est passé, certes, avec un peu plus d'1 million de voix d'écart, le traité de Maastricht. Mais ensuite, en 2005, vous savez qu'on a voté non, vous vous en rappelez. Et ils nous ont expliqué qu'on s'était trompé. Et Sarkozy a fait revoter par le Parlement pour que le non se transforme en oui. Donc aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance. Et ils votent, c'est un rejet des politiques qui sont des hommes, comme vous le savez, du système. Et c'est un rejet du système. C'est pas forcément une adhésion à un parti. C'est pas une adhésion à un programme. C'est surtout un rejet des gens qui ont échoué et qui nous ont conduits où nous sommes arrivés avec la manipulation de la dette, parce que l'histoire de la dette des plus de 3 000 milliards d'euros de dette avec même plus de 6 000 milliards d'euros, parce qu'il y a une partie de dette hors bilan, cette dette, elle a été mise en place, elle a été organisée pour tenir les peuples sous leur joug. C'est ça la réalité. Parce que ça commençait à partir de 1973. Plusieurs économistes l'ont bien expliqué, Michel Rocard aussi. Avant, on s'autofinançait via la Banque de France. Et à partir du moment où on a été emprunté sur les marchés, c'est là qu'on a créé une dette. Donc la dette, on peut faire parler les chiffres comme on veut avec cette dette. Ça permet de serrer le cou des populations et de les faire marcher au pas. Voilà à quoi ça sert d'endetter des peuples, comme c'est le cas lorsqu'on veut endetter des ménages, par la surconsommation, par des modèles économiques qui font que les gens s'endettent toute une vie pour rembourser une propriété. Alors, de ce sujet élection législative, je vais glisser sur le deuxième thème de ma vidéo, qui est le modèle agricole. Vous m'avez posé des questions. Pourquoi il continue ce modèle agricole avec la disparition des paysans en France et dans le monde? Et une concentration des outils, un modèle globalement, une agriculture industrielle et financiarisée. Et bien le modèle, il est validé par les politiques via les hommes de la finance, puisque les politiques obéissent aux donneurs d'ordre qui financent, entre autres, les campagnes électorales, et qui sont les plaques tournantes du modèle agricole. Le modèle agricole, en France comme au niveau mondial, il s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est que le modèle qui a été développé dans la plupart des pays, à part l'Afrique ou quelques pays, mais globalement, le modèle qui est développé sur les 10-12 grands pays qui ont vocation à pouvoir exporter de façon régulière sur les marchés du blé, du lait, des cochons, etc., les grandes puissances agricoles, on va dire, et sont étayés sur un modèle financier économique qui repose sur 4 points. Le profit de l'agro-industrie, tout ce qui tourne autour des agriculteurs, l'agro-industrie, le matériel agricole, les aliments, le marché des aliments du bétail, vous prenez en France, c'est 7 milliards d'euros. Sur 80 milliards d'euros de la ferme France, c'est 7 milliards d'euros. Les aliments du bétail, tout ça, c'est du business. Vous avez toute une partie de cette agro-industrie. Vous avez par exemple les produits phytosanitaires. C'est 50 milliards de dollars dans le monde. Et pour finir sur ce premier paragraphe agro-industrie, sur la ligne de la ferme France, la partie amortissement chaque année qui est générée par les investissements liés à l'agro-industrie dans nos fermes, c'est-à-dire l'investissement en bâtiment ou en matériel, sur les 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la ferme France, la case amortissement correspond à 9 milliards d'amortissement chaque année. Donc c'est gigantesque, le chiffre d'affaires généré par toutes les branches de l'agro-industrie, qu'il soit du machinisme, des engrais, etc. Ça concerne énormément l'irrigation, enfin tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Vous avez après
Le deuxième pôle, je les ai pris dans cet ordre-là, hein, c'est pas forcément l'ordre les plus grands. Vous avez ensuite l'industrie agroalimentaire qui transforme, d'accord, les produits agricoles. L'industrie agroalimentaire, c'est 220 milliards d'euros en France. Mais c'est 9 000 milliards d'euros, 9 000 milliards, pardon, de dollars dans le monde. C'est un poids lourd tentaculaire, l'industrie agroalimentaire. Ensuite, de ce modèle-là, découle l'industrie pharmaceutique, parce que ce modèle-là est beaucoup basé sur une agriculture intensive, dite intensive, où il y a utilisation importante d'antibiotiques dans les élevages, surtout dans les élevages hors sol et intensifs. Et ces antibiotiques provoquent des biorésistances, ce qui fait que ça a des conséquences sur l'être humain. Les conséquences sur l'être humain font que ce modèle, globalement, hein, dans le monde, c'est 25 millions d'intoxications graves, 25 millions de personnes dans le monde d'intoxications graves par an. Et 220 000 morts par an au niveau mondial, hein, je vous parle. Hein, voilà, au niveau mondial. Et tout ce qui tourne autour de l'industrie pharmaceutique, c'est 1500 milliards de dollars, non pas de chiffre d'affaires, mais de profit net au niveau mondial. Donc c'est tentaculaire. Quand vous prenez l'industrie pharmaceutique, l'agro-industrie qui fait tourner tout le machinisme, les engrais, tout ça, la branche quand même phytosanitaire que certains appellent les pesticides, 50 milliards de dollars au niveau mondial, ces 4 plaques tournantes-là font que nos décideurs, nos donneurs d'ordre, préfèrent, même si ça a des impacts sur l'environnement lourd, sur la qualité des eaux et autres, préfèrent conserver ce modèle-là plutôt que de revenir sur un modèle local, au maximum local, garder une partie d'échange international, mais tourner au maximum sur du local à l'échelon des cantons ou des départements pour consommer local. Et là, on répond à toutes les cases, au problème du CO2, au problème du transport, au problème des risques sanitaires en cas de crise majeure, hein, à travers des circuits courts avec des nourricières localement sur les territoires, hein, pour apporter les produits au plus près, frais, des produits frais, au plus près du consommateur. Et non cette mondialisation qui fait qu'on met en compétition les paysans sur le plan planétaire. Voilà, on exploite donc des paysans, une partie de la masse salariale, hein, et bien sûr on joue en bourse. On joue en bourse avec de l'alimentaire, hein, accompagné par des multinationales, en lien pour nous, la France, voire même d'autres pays, avec la FNSEA et la branche du Crédit Agricole et les plateformes américaines financières. Le tout couronné et validé au champagne dans les appartements de l'Élysée. Quel que soit le président, validé dans les appartements de l'Élysée, validé par monsieur le chancelier Scholz en Allemagne, validé par madame Merkel avant, validé par monsieur Bolsonaro, validé par monsieur Trudeau au Canada, parce que les grandes plaques tournantes pour l'agriculture, c'est ça. C'est l'Australie, le Brésil, l'Allemagne, la France, la Chine. Et là, ils sont tous d'accord pour laisser les 4 grands groupes que je vous ai fait voir là, faire du business et spéculer sur les marchés avec de l'alimentaire. Spéculer sur la vie des gens. Spéculer sur la vie des gens. C'est ça la vérité. Parce que dans les produits transformés, vous êtes incapables d'apporter les preuves, puisque eux-mêmes, ces structures-là agroalimentaires qui sont devenues des mastodontes mondiales, ces oligopoles-là, sont eux-mêmes, ils se corrigent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes été validés par les États comme faisant de l'autocontrôle. Donc c'est eux qui exercent le contrôle sur la fiabilité des aliments. Donc de vous dire qu'il y a une structure centrale pour les contrôler, non.
y a rien de concret. On est dans une société où malheureusement, l'argent a pris trop d'importance, la finance a pris trop d'importance. Et elle a pris tellement d'importance qu'elle passe avant la santé et avant la vie des hommes. Quand les gens me disent, ils m'envoient des SMS en disant « Attention, le modèle agricole a beaucoup abîmé l'environnement », il abîme pas que l'environnement, il abîme la santé des hommes et des femmes. Tout ça au nom du fric. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on peut produire pour nourrir tous les habitants de la planète sur un modèle plus vertueux et différent? Ben, bien sûr que oui. Bien sûr que oui qu'on peut le faire. Simplement, tant qu'on ne sortira pas de ces toiles d'araignée, de ces oligopoles financiarisés avec des plateformes mondiales rattachées à des sociétés américaines, hein, en lien avec les gouvernants, ben, à part faire des actions comme on est en train de le faire avec SOS Mer et d'autres localement pour revenir à des circuits courts sur le terrain, où là on a besoin de personne, mais je dis bien des circuits courts sur le terrain, ne pas passer par les coopératives. Si on passe par les coopératives, on recommence à la case départ. Mis à part le Comté, le Maroilles, il y a quelques exceptions. Moi je vous parle des grands groupes coopératifs. Si on repart sur ce modèle-là, c'est foutu. C'est foutu. On en a déjà fait l'expérience. Hein? Il faut un pacte avec le consomme-acteur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et là, on n'a pas besoin, pour être vertueux, ni de l'euro, ni du dollar, ni du yen, ni du yuan. Si le consommateur vient au maximum, le plus près de l'exploitant, ou chez des gens qui ont des petits outils de transformation, des toutes petites coopératives ou des petits GIE qui ont des petits outils de transformation et que vous consommez localement, là on échappe à ces schémas-là. Si vous allez dans les grands groupes ou dans les groupes de moyenne taille, ils sont rattachés au-dessus à des grands groupes. C'est des filiales des grands groupes. Donc on n'arrivera à rien. Donc tout ça pour vous dire, je vous ai parlé des élections, je vous ai parlé du modèle agricole. Il ne faut rien attendre dans l'immédiat des décisions qui viennent d'en haut. Il faut continuer à se battre et leur demander des comptes. Les nouveaux élus qui arriveront à l'Élysée, on leur demandera des comptes. C'est normal qu'on leur demande des comptes parce que les Français payent des impôts, donc on doit leur demander des comptes. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Avec deux agriculteurs qui se suicident par jour, qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Pourquoi ils continuent d'arroser l'agro-industrie et l'agroalimentaire alors que le système il part à la débâcle dans nos campagnes? Il faut leur demander des comptes, mais il ne faut pas trop croire au Père Noël. En même temps qu'on leur demande des comptes et qu'on combat ce modèle, il faut remonter, comme on le fait, un réseau parallèle à l'échelon des territoires, pas au niveau national, pas des décisions qui descendent de Paris, non, des décisions qui viennent de chez vous, localement, avec les producteurs et s'organiser comme on peut s'organiser. Et même qu'au départ, ce n'est pas forcément des gros chiffres d'affaires, c'est du gagnant-gagnant, autant pour le consommateur que pour le producteur. C'est vertueux, ça génère pas des investissements faramineux, parce qu'on peut avoir des exploitations à taille humaine, beaucoup plus petites, plutôt que d'aller investir des millions d'euros pour se prélever 1000 euros. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie et à bientôt.